Imaginez ceci. 1000 bus neufs arrivent et Ouagadougou bascule. Sans dette extérieure, plus de 80 millions de dollars issus de l'or et du coton, finançant une flotte qui promet mobilité, emplois locaux, ateliers réorganisés, formation accélérée, audit public et un effet immédiat sur l'accès au travail, à l'école et aux soins, tout en imposant un autre fardeau: maintenance continue, pièces disponibles, conducteurs formés et résilience financière sans amortisseur externe. Que signifie ce pari pour vous et pour Ibrahim Traoré face au marché volatile? Un modèle africain apparaît, observé, mais fragile dès aujourd'hui. Cette analyse ne promet ni célébration ni condamnation. Elle propose une lecture structurée d'un choix public mesurable, en partant des faits observables et des contraintes explicites. L'objectif est simple: permettre au lecteur de comprendre, en quelques minutes, si le projet des 1000 bus constitue une trajectoire crédible de souveraineté économique ou un risque structurel difficilement soutenable dans le temps. Le bénéfice est concret: clarifier ce que ce modèle change réellement pour la mobilité, l'emploi, la gestion publique et la capacité d'un État sous pression à décider sans amortisseur financier externe. Les enjeux dépassent donc le transport urbain. Ils touchent à la méthode: concentrer des ressources internes limitées pour produire un effet visible, rapide et politiquement lisible. Ils touchent aussi aux coûts cachés: dépendance au marché de l'or et du coton, exigence élevée de maintenance et nécessité d'une discipline administrative constante. Enfin, ils engagent une question de transférabilité. Ce qui fonctionne à Ouagadougou peut-il inspirer ailleurs sans être copié mécaniquement? Ce texte avance étape par étape, chiffres à l'appui, pour éclairer ce choix sans raccourci. Plus de 80 millions de dollars mobilisés sans dette extérieure. Ce chiffre s'impose dès les premières semaines et rebelle les attentes. Il ne signale pas seulement un investissement élevé, mais une méthode assumée: financer une infrastructure visible à partir de ressources internes, en pleine insécurité. Ce point de départ place immédiatement le projet des 1000 bus hors des cadres habituels et donne à Ibrahim Traoré un levier politique autant qu'économique. Le contexte explique la portée de ce choix. Le Burkina Faso traverse une période marquée par la pression terroriste, des finances publiques contraintes et une défiance historique envers les modèles dépendants de l'endettement extérieur. Dans ce cadre, l'initiative n'apparaît pas comme une réforme abstraite, mais comme une démonstration concrète. Les bus deviennent un signal urbain. Ils circulent, s'arrêtent, transportent et rendent une stratégie immédiatement perceptible. Avant le projet, la mobilité à Ouagadougou reposait sur un réseau fragmenté de minibus vétustes, irréguliers et saturés. Les trajets longs et imprévisibles limitaient l'accès au travail, à l'éducation et aux soins. En introduisant une flotte structurée, l'État cherche un impact rapide, capable de légitimer une orientation économique plus large. Cette logique privilégie la visibilité. Mieux vaut un résultat partiel mais tangible qu'une promesse différée. Autour de ce noyau, une mécanique plus profonde se met en place. Des ateliers sont réorganisés, des jeunes formés aux métiers techniques, et une chaîne de maintenance locale commence à émerger. L'objectif n'est pas seulement de faire rouler des bus, mais de réduire progressivement la dépendance financière et industrielle. Ibrahim Traoré assume ce pari comme un test: apprendre en produisant, corriger en avançant. Cependant, cette stratégie expose immédiatement le pays à la volatilité de l'or et du coton. La démonstration initiale est puissante, mais fragile. La question centrale n'est donc pas seulement de savoir si le projet fonctionne aujourd'hui, mais s'il peut durer lorsque les cycles économiques et sécuritaires se durciront. Pour mesurer l'effet réel du projet, il faut quitter les annonces et suivre des trajectoires individuelles. Un premier repère est celui d'un jeune technicien formé dans les ateliers réaménagés de Ouagadougou.
Avant le lancement, son horizon professionnel se limitait à des emplois informels, irréguliers et faiblement rémunérés. En quelques mois, il acquiert des compétences mécaniques certifiées, participe à l'assemblage et à la maintenance des bus et intègre une économie formelle structurée. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il est décisif et durable. Un second cas concerne les usagers. Une employée vivant en périphérie réduisait auparavant ses déplacements pour éviter des trajets longs et imprévisibles. L'arrivée de lignes régulières modifie son quotidien. Horaires stabilisés, accès plus fiable au travail et aux services publics, fatigue réduite. Ces gains, modestes pris isolément, s'additionnent à l'échelle de milliers de foyers et produisent un effet cumulatif sur la ville. Ces situations illustrent une logique claire. Le projet vise l'activation simultanée de plusieurs leviers: mobilité, emploi, compétences locales et productivité urbaine. En reliant les quartiers périphériques au centre, le réseau agit comme un accélérateur discret, réduisant des frictions quotidiennes qui freinaient l'activité. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces effets précoces pour défendre une approche pragmatique. Commencer par des résultats visibles afin d'ancrer une stratégie économique plus large. Toutefois, ces impacts restent concentrés et dépendants de la continuité de l'exploitation. À ce stade, ils montrent surtout qu'une politique ciblée peut produire des bénéfices rapides, même sous contrainte. Leur fragilité invite déjà à la prudence. Tout commence par une décision de rupture, prise dans un environnement où l'incertitude est la norme. En pleine guerre interne et sous pression sécuritaire constante, le pouvoir burkinabé tranche. Le projet des 1000 bus sera financé sans aucun recours à l'endettement extérieur. Ibrahim Traoré valide ce choix comme un acte fondateur, à la fois économique et politique, qui engage immédiatement la crédibilité de l'État. Cette activation ne laisse que peu de place à l'expérimentation progressive. Les flux financiers issus de l'or et du coton sont redirigés, les dépôts de Ouagadougou réaménagés, et les premières commandes de composants sont lancées selon un calendrier volontairement serré. La phase de montée en puissance révèle rapidement les tensions du modèle. Les pièces arrivent de manière échelonnée, parfois imprévisible, et les équipes locales doivent apprendre en produisant. Chaque retard technique se répercute sur l'ensemble du planning, sans possibilité de compensation budgétaire externe. Les ateliers Châtelet fonctionnent sous pression continue. Des milliers de jeunes sont formés en accéléré au métier de l'assemblage, de la mécanique et de la logistique. Cette séquence met en lumière une contrainte centrale. L'absence de dette supprime un amortisseur classique, obligeant à résoudre chaque problème en interne en temps réel. Le point culminant survient avec la mise en circulation progressive des premiers bus. La ville change de rythme, des lignes identifiables apparaissent, les horaires deviennent réguliers et les habitants commencent à adapter leurs déplacements. Le scepticisme initial cède la place à une adoption pragmatique. Le projet cesse alors d'être une promesse politique pour devenir une infrastructure vécue. À ce moment charnière, Ibrahim Traoré insiste sur la transparence comme condition de crédibilité. Les audits sont publiés, les dépenses détaillées et chaque étape est présentée comme une preuve de gestion maîtrisée. Viennent ensuite les répliques moins visibles mais déterminantes. L'exploitation quotidienne révèle de nouveaux défis. Maintenance continue, disponibilité des pièces, formation des conducteurs et gestion des flux aux heures de pointe. Chaque bus immobilisé devient un signal négatif potentiel, amplifié par la visibilité du projet. Pour répondre à ces contraintes, une industrie locale de maintenance commence à se structurer. Les équipes apprennent à réparer, adapter et anticiper, réduisant progressivement la dépendance aux importations. Cette phase marque un glissement stratégique. La réussite ne dépend plus seulement de l'investissement initial, mais de la capacité à durer.
Parallèlement, des effets systémiques émergent. Les quartiers périphériques gagnent en accessibilité, les temps de trajet diminuent et la productivité urbaine s'améliore. De nouveaux emplois apparaissent au-delà du transport lui-même, notamment dans les services et la logistique. Ces résultats renforcent le discours officiel selon lequel la souveraineté économique peut produire des bénéfices rapides si elle est ciblée et visible. Toutefois, cette lecture positive reste conditionnelle. La dépendance aux revenus de l'or et du coton demeure et chaque fluctuation des marchés mondiaux plane comme une menace silencieuse. La séquence complète révèle ainsi une dynamique en trois temps. Activation audacieuse, montée sous contrainte, puis stabilisation précaire. Chaque succès renforce l'argument politique porté par Ibrahim Traoré, tandis que chaque difficulté agit comme un test immédiat de la solidité du modèle. Le projet avance mais sans filet, transformant le moindre ajustement en enjeu stratégique. Le point de départ mesurable est clair. Avant le projet, le transport urbain de Ouagadougou reposait sur une offre fragmentée, peu fiable et largement informelle. Après le déploiement progressif des 1000 bus, un premier indicateur s'impose. Les temps de trajet moyens ont diminué d'environ 30% sur les axes les plus fréquentés. Cette baisse ne renvoie pas seulement au confort. Elle signifie un accès plus régulier au travail, à l'école et aux services de santé pour des milliers de foyers urbains, avec des horaires devenus plus prévisibles. Un second chiffre structure la lecture financière. Plus de 80 millions de dollars investis sans dette extérieure. En comparaison, des projets de transport similaires en Afrique subsaharienne reposent généralement sur des prêts multilatéraux étalés sur plusieurs décennies. Ici, le financement provient exclusivement de deux ressources internes, l'or et le coton. Cette singularité modifie la logique budgétaire. Chaque dollar engagé doit produire un effet rapide car il n'existe ni période de grâce ni lissage du remboursement. Le risque est concentré dans le présent, non repoussé vers l'avenir. Le troisième indicateur concerne l'emploi. Le projet a généré plus de 10 000 emplois directs et indirects, répartis entre l'assemblage, la maintenance, la gestion du réseau et les activités connexes. Ce volume dépasse celui d'une simple exploitation de transport. Il révèle la constitution d'une chaîne de valeur locale, fondée sur la formation technique et l'apprentissage accéléré. Ces compétences constituent un actif durable, même si le projet devait ralentir ou être réorienté. Ces données exigent toutefois une lecture prudente. La réduction des temps de trajet reste concentrée principalement dans la capitale et ses périphéries immédiates. L'impact économique demeure donc spatialement limité. De même, les emplois créés dépendent étroitement du maintien de la flotte en circulation. Une baisse prolongée des revenus issus de l'or ou du coton pourrait fragiliser la capacité à financer la maintenance et affecter l'ensemble de la chaîne. Un indicateur moins visible joue pourtant un rôle stabilisateur, la publication régulière des audits financiers. Bien qu'elle ne constitue pas une mesure économique directe, cette transparence réduit le risque de mauvaise allocation, améliore la confiance interne et renforce l'acceptabilité sociale. Dans un environnement marqué par la défiance envers la gestion publique, cet élément agit comme un multiplicateur indirect de performance. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire cohérente à court et moyen terme. Ils ne prouvent pas encore la soutenabilité de long terme, mais ils démontrent la faisabilité opérationnelle du modèle. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces résultats pour défendre l'idée qu'un État sous contrainte sécuritaire peut mobiliser efficacement ses ressources internes, à condition de concentrer les investissements et d'en rendre les effets immédiatement visibles. La question décisive reste ouverte. Ces indicateurs résisteront-ils aux chocs externes et au cycle des marchés mondiaux, ou ne capturent-ils qu'un moment favorable et transitoire? Les critiques les plus solides du projet commencent par un argument macroéconomique difficile à écarter. Fonder un investissement d'infrastructures majeures sur deux matières premières
expose mécaniquement le financement aux fluctuations des marchés mondiaux. Les prix de l'or et du coton peuvent varier rapidement, indépendamment des choix nationaux. Dans un pays confronté à l'insécurité, une baisse prolongée des revenus réduirait la capacité à entretenir la flotte, à payer les salaires et à renouveler les équipements. Selon cette lecture, l'absence de dette extérieure ne renforce pas la résilience. Elle supprime au contraire un amortisseur financier traditionnel. Un second argument porte sur la concentration géographique et sectorielle. Les bénéfices observés se concentrent largement à Ouagadougou, laissant une grande partie du territoire à l'écart. Les emplois créés, bien que significatifs, restent liés à un secteur unique. Les détracteurs estiment qu'un choc affectant le transport urbain aurait des effets en cascade sur l'emploi local et la productivité, rendant le modèle fragile par manque de diversification. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Les éléments issus de l'expérience en cours apportent toutefois une réponse partielle mais concrète. La dépendance aux matières premières est réelle, mais elle est assumée comme un levier stratégique testé à petite échelle relative. La publication régulière des audits financiers réduit le risque de mauvaise allocation et limite les tensions sociales, même en période de volatilité. Cette transparence n'annule pas le risque, mais elle en encadre les effets. Sur le plan sectoriel, les données montrent que la chaîne de valeur dépasse le simple transport. La formation technique, la maintenance locale et l'organisation logistique créent des compétences transférables vers d'autres activités mécaniques. Autrement dit, l'investissement construit du capital humain réutilisable, ce qui atténue le risque de concentration sans l'effacer totalement. Enfin, le choix de commencer par la capitale répond à une logique de test mesurable plutôt qu'à une ambition d'emblée nationale. Le débat reste ouvert, mais il s'appuie désormais sur des faits observables. C'est précisément ce déplacement, du principe vers l'expérience, qu'Ibrahim Traoré met en avant pour défendre la poursuite prudente du modèle. Le véritable basculement apparaît lorsque l'attention se déplace de l'investissement initial vers la capacité d'apprentissage interne. À ce stade, le projet cesse d'être lu comme une simple politique de transport et devient un révélateur de méthode. Ce qui compte désormais n'est plus le nombre de véhicules en circulation, mais la coordination entre financement, production locale, exploitation quotidienne et contrôle public dans un environnement contraint. Le détail décisif concerne la maintenance. Tant que l'entretien dépend de fournisseurs externes, chaque panne menace l'ensemble du système. Or, les premières phases montrent une internalisation progressive des compétences. Équipes locales formées, procédures standardisées et capacité accrue à anticiper plutôt qu'à subir les défaillances. Ce déplacement réduit l'exposition opérationnelle, même si la contrainte financière demeure entière. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette évolution pour reformuler le débat. La question n'est plus seulement peut-on financer sans dette, mais peut-on apprendre assez vite pour durer sans dépendance? Cette nuance transforme la souveraineté économique en processus continu plutôt qu'en état final. Elle admet l'imperfection, mais exige une trajectoire maîtrisée et transparente. Ce point médian éclaire aussi les limites. La méthode fonctionne tant que la discipline administrative et la publication des audits restent constantes. Un relâchement sur l'un de ces fronts fragiliserait l'ensemble. Le projet entre ainsi dans une phase où chaque ajustement pèse davantage que l'annonce initiale. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La mise en circulation d'un réseau visible et régulier renforce la crédibilité de l'action publique dans un contexte où la confiance est fragile. La réduction d'environ 30% des temps de trajet sur certains axes facilite l'accès aux écoles, aux centres de santé et aux services administratifs. Cette amélioration n'est pas seulement logistique. Elle permet une planification urbaine plus lisible et réduit la pression sur des systèmes informels difficiles à réguler.
Toutefois, cette crédibilité reste conditionnelle à la continuité du service et à la publication régulière des audits, sans lesquels le signal politique s'affaiblirait rapidement. Pour les entreprises et les acteurs économiques urbains, l'effet principal concerne la productivité. Des déplacements plus courts et plus prévisibles limitent les retards, stabilisent les horaires de travail et fluidifient les échanges. Les petites activités dépendantes de la mobilité quotidienne, comme le commerce de proximité ou les services, bénéficient directement de cette régularité accrue. La création de plus de 10 000 emplois directs et indirects stimule également la demande locale, renforçant un cercle économique interne. Néanmoins, ces gains restent concentrés à Ouagadougou et demeurent sensibles à toute perturbation prolongée du réseau. Pour les habitants, l'impact est plus diffus, mais profondément structurant. Les familles vivant en périphérie gagnent un accès plus fiable au centre-ville, élargissant leurs opportunités professionnelles et éducatives. Le temps libéré par la réduction des trajets se transforme en heures supplémentaires pour le travail, la vie familiale ou le repos. Ces améliorations, souvent absentes des indicateurs macroéconomiques, expliquent en grande partie l'acceptation sociale du projet. Elles restent toutefois inégalement réparties selon les quartiers et les lignes desservies. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences sont indirectes mais déjà perceptibles. Le projet attire l'attention d'autres pays confrontés au même dilemme entre souveraineté économique et contraintes budgétaires. Il sert de référence expérimentale plutôt que de modèle prêt à l'emploi. Les observateurs suivent la capacité du Burkina Faso à maintenir la flotte, à financer l'entretien et à absorber la volatilité des revenus issus de l'or et du coton. Dans ce cadre, l'expérience est lue comme un laboratoire à ciel ouvert. Ibrahim Traoré relie explicitement ces effets à une vision plus large. Il présente les gains de mobilité, d'emploi et de compétences locales comme des preuves que la souveraineté économique peut produire des résultats tangibles à court terme. Cette lecture s'accompagne d'une prudence stratégique. Les bénéfices observés sont réels, mais dépendants d'un équilibre financier délicat et exposés aux chocs externes. Ainsi, les conséquences du projet ne sont ni uniformes ni définitives. Elles dessinent une mosaïque d'effets positifs mais conditionnels, variant selon les acteurs et les territoires. C'est précisément cette hétérogénéité qui rend l'expérience pertinente, car elle montre ce que le modèle permet déjà et ce qu'il n'a pas encore sécurisé. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Dans cette trajectoire, la flotte existante est maintenue en fonctionnement sans expansion majeure. Les revenus issus de l'or et du coton restent suffisants pour couvrir la maintenance, tandis que les recettes liées au transport contribuent partiellement aux coûts opérationnels. La priorité est donnée à la fiabilité du service, à la réduction des immobilisations et à la continuité des audits. Ce scénario ne transforme pas l'économie nationale, mais il consolide l'expérience comme preuve de faisabilité dans un contexte contraint, à condition que la discipline administrative demeure constante. Le scénario optimiste suppose une conjoncture plus favorable. Les prix des matières premières se maintiennent à un niveau soutenable, la pression sécuritaire n'augmente pas et la coordination entre administrations reste efficace. Dans ce cas, le projet pourrait être étendu progressivement à d'autres villes, avec l'ouverture de nouveaux ateliers et l'élargissement des programmes de formation technique. L'effet dépasserait alors Ouagadougou pour devenir un levier de politique industrielle plus large. Cette trajectoire renforcerait la crédibilité externe du modèle et ouvrirait la voie à des partenariats choisis sans remettre en cause le principe de financement sans dette. Le scénario de tension met en lumière les fragilités. Une baisse brutale des revenus liés à l'or ou au coton, combinée à une dégradation sécuritaire, réduirait la capacité à financer l'entretien et le renouvellement des bus. Des immobilisations prolongées affecteraient la confiance des usagers, puis l'acceptabilité politique du projet.
Dans ce contexte, le débat sur le recours à des financements externes referait surface, non comme choix idéologique, mais comme réponse à une contrainte immédiate. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un seul avenir, la stratégie la plus robuste consiste à renforcer la flexibilité, ajuster le rythme d'expansion, préserver la transparence comme outil de stabilisation et préparer des mécanismes d'adaptation rapide. Ibrahim Traoré présente cette approche conditionnelle comme une manière de gouverner sous incertitude, sans figer l'avenir dans une promesse excessive ni dans une crainte paralysante. Ces scénarios ne prédisent pas un destin. Ils dessinent un champ de possibles destiné à guider des décisions adaptatives au cours des prochains mois. Pour les travailleurs urbains, le premier changement est temporel. Des trajets plus courts et surtout plus prévisibles réduisent l'incertitude quotidienne liée au déplacement. Cette régularité améliore la ponctualité, limite la fatigue accumulée et permet une meilleure organisation entre travail et vie familiale. L'effet est discret, mais il se répète chaque jour, créant une forme de sécurité fonctionnelle dans un environnement marqué par l'instabilité. Chez les jeunes en formation, l'impact est plus structurant encore. L'accès aux ateliers d'assemblage et de maintenance ouvre des trajectoires professionnelles auparavant fermées. Les compétences acquises sont concrètes, immédiatement mobilisables et certifiables. Elles ne se limitent pas au transport public. Mécanique, logistique et gestion technique sont transférables vers d'autres secteurs industriels. Pour une génération souvent confrontée au chômage ou à l'informalité, cette insertion représente une rupture durable plutôt qu'une opportunité ponctuelle. Pour les familles vivant en périphérie, le changement se mesure en possibilités nouvelles. Un accès plus fiable au centre-ville élargit l'éventail des choix quotidiens. Accepter un emploi plus éloigné, maintenir une scolarité régulière ou accéder plus facilement aux soins. Les décisions ne sont plus dictées uniquement par la distance ou l'imprévisibilité des transports. Cette amélioration progressive réduit certaines inégalités urbaines, même si elle ne les efface pas complètement. Enfin, pour les citoyens observateurs, le projet agit comme un repère symbolique. Voir une infrastructure fonctionner sans financement extérieur visible modifie la perception de ce que l'action publique peut accomplir. Cette dimension psychologique n'apparaît dans aucun tableau de chiffres, mais elle influence l'adhésion collective. Elle nourrit des attentes nouvelles, mais aussi une exigence accrue de résultats durables. Ainsi, l'impact humain ne se résume pas à un bénéfice unique. Il se décline selon les situations et les territoires, dessinant une transformation progressive des comportements et des attentes. La première priorité consiste à verrouiller la transparence financière comme norme permanente. La publication régulière des audits doit devenir un mécanisme routinier, avec des indicateurs simples, comparables dans le temps et compréhensibles par le public. Cette clarté réduit les soupçons, stabilise l'adhésion sociale et limite les erreurs de gestion dans un contexte de ressources contraintes. Sans ce socle, toute extension du projet fragiliserait la confiance acquise. Ibrahim Traoré présente cette exigence comme une condition non négociable de crédibilité. La deuxième étape vise à professionnaliser durablement les compétences locales. Les formations initiales doivent être complétées par des programmes continus pour les conducteurs, mécaniciens et gestionnaires du réseau. L'objectif n'est pas seulement de maintenir les bus en circulation, mais de constituer une expertise nationale capable d'anticiper les pannes, d'optimiser les coûts et d'adapter les procédures. Cette montée en compétences conditionne la réduction progressive de la dépendance technique extérieure. Troisièmement, la diversification des flux de financement interne devient indispensable. Sans remettre en cause le rôle central de l'or et du coton, l'État peut explorer des revenus complémentaires liés à l'exploitation du réseau, à la publicité ou à des services associés.
Cette diversification n'élimine pas le risque, mais elle amortit les chocs liés au cycle des matières premières et offre une marge de manœuvre opérationnelle. Une quatrième étape concerne l'extension territoriale prudente. Toute expansion vers d'autres villes doit s'appuyer sur des capacités locales déjà préparées, avec des ateliers et des équipes formées en amont. Enfin, associer davantage les citoyens par des mécanismes de consultation régulière permet d'ajuster les lignes, les horaires et les priorités. Cette implication renforce la légitimité du projet et améliore son pilotage au quotidien. Dans les ateliers de Ouagadougou, un geste revient chaque jour. Serrer un boulon, ajuster un panneau, tester un circuit avant la mise en service. Ce geste ordinaire relie le projet des 1000 bus à quelque chose de plus profond qu'une infrastructure. Il incarne la volonté de produire, réparer et décider localement, malgré la guerre, l'incertitude économique et l'absence de filets financiers externes. Ce motif renvoie aux effets observés depuis les premières mises en circulation. Des compétences ont été acquises, une mobilité a été rétablie et une confiance partielle s'est installée. Ces transformations ne relèvent pas du symbole abstrait. Elles sont visibles dans la ville, dans les trajets quotidiens et dans les trajectoires individuelles de ceux qui travaillent, apprennent et se déplacent différemment. Chaque bus en circulation rappelle que la souveraineté économique n'est pas une déclaration, mais une pratique exigeante, répétée jour après jour. Ibrahim Traoré inscrit cette image au cœur de sa posture politique. Il ne promet pas une réussite définitive ni un modèle universel. Il défend une direction assumée, fondée sur l'effort interne, la discipline budgétaire et la responsabilité publique. Cette approche résonne dans un contexte africain marqué par la lassitude face aux modèles importés et aux promesses différées. Rien n'est acquis et tout peut encore basculer. Mais l'expérience laisse une trace durable, celle d'un pays qui tente, ajuste et apprend à partir de ses propres moyens, car une souveraineté se construit geste après geste. Le projet des 1000 bus dépasse désormais le cadre d'une politique publique nationale. Il devient un point de référence pour celles et ceux qui cherchent des alternatives au modèle fondé sur l'endettement extérieur sans céder à l'illusion d'une solution universelle. L'expérience burkinabé montre qu'il existe des marges de manœuvre, même sous contraintes sécuritaires, à condition d'accepter la discipline, la transparence et le risque opérationnel. Cette lecture invite à un débat plus nuancé. Elle suggère que la souveraineté économique n'est ni un slogan ni une garantie, mais une suite d'arbitrages concrets dont les effets se mesurent autant dans la vie quotidienne que dans les comptes publics. Elle rappelle aussi que chaque réussite visible s'accompagne d'exigences accrues, de continuité et de corrections rapides. Pour les observateurs, chercheurs, décideurs ou citoyens engagés, le cas du Burkina Faso ouvre un espace de discussion plutôt qu'un verdict. Ibrahim Traoré propose une direction et une méthode, mais l'issue reste conditionnelle aux choix à venir et aux chocs externes. À votre échelle, comment interprétez-vous cette tentative? Quelles leçons méritent d'être retenues, discutées ou contestées collectivement pour penser autrement les politiques publiques sous contrainte?